Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 8 juin, Jérémy Bayou, vainqueur de la Transat New York-Vendée-les-Sables. Le skipper de Maître Coq a franchi la ligne d'arrivée un peu avant 14h40. À presque 40 ans, il inscrit une nouvelle victoire à son palmarès et prend date pour le prochain Vendée Globe. Nous serons au Sables d'Olonne dès le début de cette édition. C'est un mal qui coûte chaque année plus de 2 milliards d'euros à l'économie. Le mal de dos touche près de 80% des Français au cours de leur vie. La MSA, la Mutualité Sociale Agricole, vient d'organiser une journée d'information et d'ateliers pour apprendre à prendre soin de son dos. Et puis la suite de notre série de reportages consacrée cette semaine aux produits de la mer. Nous nous sommes rendus dans une écloserie de Bouin. Elle fait naître chaque année des millions d'huîtres, des naissins ensuite appelés à être vendus et élevés par les ostréiculteurs du monde entier. Il est donc le premier à inscrire son nom au palmarès de la Transat New York-Vendée-les-Sables. Jérémy Bayou remporte la première édition de cette course entre les États-Unis et la Vendée. Le skipper de Maître Coq a été le plus rapide. Il a passé la ligne d'arrivée ce mercredi un peu avant 14h40. Après 9 jours, 16 h et 57 minutes de course. Une course qui sera restée indécise jusqu'à la dernière minute. On prend tout de suite la direction des Sables d'Olonne. Sur place, on retrouve Élodie Pépin avec Apolline Laurent. Élodie, Jérémy Bayou a été accueilli en vainqueur sous le soleil. Oui, alors Samuel, ici sur le ponton du Vendée Globe, vous le voyez derrière moi, l'IMOCA Maître Coq est amarré et le public est là pour l'applaudir et accueillir le skipper Jérémy Bayou, grand vainqueur donc de cette première édition de la New York Vendée-les-Sables. Une course qui aura duré un peu plus de 9 jours pour le skipper qui, après son arrivée, était évidemment heureux de sa performance. Une performance de bon augure pour le Vendée Globe, c'est ce qu'il a expliqué au micro de Pierre Dalicieux. Pour le Vendée Globe, c'est la meilleure des répétitions. Je pense que tous les gens qui prétendent à une belle place, une place sur le podium au Vendée Globe, ils ont espéré gagner cette course New York-Vendée parce qu'ils savent très bien que c'est la meilleure des façons pour se rassurer sur la fiabilité du bateau si tu termines en tête sur les performances de ton bateau et puis d'envoyer un message aussi aux autres, quoi. Donc voilà, ils ont tous rêvé, c'est nous qui l'avons fait et encore une fois on va vraiment s'en servir comme un point d'ancrage pour continuer encore à travailler jusqu'au Vendée Globe. Jérémy Bayou, très heureux, vous l'avez entendu, d'autant plus que c'est sa première victoire en solo en IMOCA. Merci Élodie. Et en effet, en remportant cette Transat, Jérémy Bayou s'offre sa première victoire en solitaire en IMOCA. Il rajoute une ligne à son palmarès. Un joli cadeau à 5 mois du départ du Vendée Globe et à quelques jours de son anniversaire. Karl Laboureux. C'est un cadeau d'anniversaire avant l'heure pour celui qui soufflera ses 40 bougies dans quelques jours. Jérémy Bayou remporte donc cette première Transat New York-Vendée-les-Sables et ajoute un titre supplémentaire à son palmarès déjà bien fourni. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro en 2005, en 2011 et en 2014. Le navigateur s'est également classé second cette même dernière année de la Route du Rhum, derrière un certain François Gabard. Et puis Jérémy Bayou a également remporté une Transat Jacques Vabre, c'était en 2011 avec Jean-Pierre Dick. Côté Vendée Globe, pas de titre sur l'Everest des mers, mais 2 participations en 2008 et en 2012. 2 participations et 2 abandons sur casse, avarie de quilles puis dématage. Mais le skipper breton n'abdique pas, il sera bien présent le 6 novembre prochain au départ du Tour du Monde à la voile sans escale et sans assistance. Jérémy Bayou naviguera de nouveau sur le 60 pieds IMOCA Maître Coq, équipé cette fois-ci de foil, et il compte bien ne pas faire que de la figuration. L'objectif, c'est pas de gagner en se disant il y a 5 ou 6 bateaux plus rapides que moi et j'attends qu'ils cassent. Donc l'idée, c'est d'avoir un bateau compétitif sur le papier pour avoir un des 5-6 bateaux les plus rapides. Et après, à moi de bien naviguer, de bien mener mon bateau pour finir devant. Et terminé en tête, Jérémy Bayou en a la capacité. Déjà annoncé comme l'un des favoris, sa victoire sur la Transat New York-Vendée-les-Sables ne fait que confirmer son statut de prétendant au titre de ce 8e Vendée Globe.
Et cette victoire de Jérémy Beyoux, elle a une saveur particulière ici en Vendée, principalement pour Maître Coq, sponsor principal du skipper. Des salariés de l'entreprise vendéenne étaient d'ailleurs déjà présents ce mercredi après-midi au Sables d'Olonne pour préparer l'arrivée du bateau et fêter la performance de Jérémy Beyoux. Cela fait maintenant 4 ans que Maître Coq soutient le skipper. C'est une vraie satisfaction parce qu'on avait 2 catégories de bateaux, les nouveaux foilers et les bateaux d'ancienne génération. Et nous, on a fait un 3e choix différent qui est sur notre bateau d'ajouter des foils. Donc il y avait une grosse incertitude, une question sur la pertinence de ce choix technique. Et aujourd'hui, la démonstration est faite qu'il faudra vraiment compter avec Jérémy parce que c'est un skipper d'exception et avec les choix techniques qu'il a fait et notre nouveau bateau sur le prochain Vendée Globe. Et après Jérémy Beyoux, c'est Sébastien Josse qui a bouclé sa transat 2h30 après Maître Coq. Le skipper d'Edmond de Rothschild a dépassé la bouée du Nook un peu après 17h. Sébastien Josse, donc 2e de cette New York Vendée les Sables, devant le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Et l'arrivée d'Imoca dans le port des Sables d'Olonne, c'est toujours un spectacle. Quelques centaines de personnes étaient rassemblées de chaque côté du chenal pour admirer l'arrivée des bateaux et saluer la performance des skippers. Après une traversée de l'Atlantique pas toujours évidente, écoutez ces quelques spectateurs qui tenaient à être là pour applaudir notamment le vainqueur, Jérémy Beyoux. On est venu passer la journée ici et puis c'est l'occasion de voir une arrivée de course comme ça. On vient régulièrement, tous les Vendée Globe. Ils méritent qu'on les applaudisse parce que c'est vraiment une belle course et c'était vraiment bien. C'est pas encore terminé, il y a encore du monde qui arrive. Et ça fait envie, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, je pense que beaucoup de gens qui sont ici, surtout au Sable, où il y a quand même un port de plaisance qui est assez important, je pense que beaucoup de gens, si on pouvait leur donner l'occasion, seraient partants pour tenter l'expérience, c'est clair. On éprouve beaucoup d'admiration pour ces navigateurs. Quand on a fait un peu de voile, on mesure un peu ses exploits. Réaction recueillie par Alix Lanos et Sandrine Pelletier. Et il reste 10 skippers en course. Une partie de la flotte est encore au niveau de l'archipel des Açores, mais 2 nouvelles arrivées sont prévues très rapidement. Selon les dernières estimations, Paul Meillat pourrait franchir la bouée du Nook dès ce jeudi dans l'après-midi. Le skipper qui navigue sur l'ancien bateau de François Gabard se classerait donc 4e. PRB, Initiative Cœur et Spirit of Yuko devraient eux arriver vendredi. Vincent Rioux dans la matinée, Tanguy Delamotte et Kojiro Shiraishi sans doute en milieu de journée si les vents sont favorables. Et puis encore un dernier mot pour vous dire que la grande émission de ce jeudi sera délocalisée au Sables d'Olonne sur le village de la Transat. Adèle Fugère recevra sur son plateau le vainqueur, Jérémy Beyoux. Émission à retrouver donc ce jeudi à partir de 18h10 sur TV Vendée. On va s'intéresser à présent à l'une des parties du corps qui fait le plus souffrir les Français. C'est le dos. Selon l'assurance maladie, 80% des Français ont mal au dos au moins une fois dans leur vie. Et pour éviter que des douleurs apparaissent, il y a quelques bonnes postures à adopter. C'est le message qu'a tenté de faire passer la MSA. La Mutualité sociale agricole vient d'organiser une journée d'information sur le sujet. À travers des ateliers et des conférences, des kinésithérapeutes et des experts ont pu délivrer quelques conseils pour prendre soin de son dos. Reportage. Comme un tiers des Français, Bertrand souffre du dos. Des douleurs au lombaire avec lesquelles il vit depuis plus de 30 ans. Alors il est venu chercher quelques conseils. Entre autres, travailler la respiration, là c'est ce qu'on vient de voir, très intéressant. Parce que le kiné m'a promis que je n'aurais plus mal au dos, donc on va tester. Le dos, une véritable charpente qui structure l'ensemble de notre corps. Au fil de l'âge, des efforts et des mauvaises postures, des douleurs peuvent apparaître. Elles sont la plupart du temps situées dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Et un moyen de s'en prévenir, c'est de bien s'hydrater. Le disque qui est ici, c'est composé en grande majorité d'eau. Et le problème, c'est que si on ne boit pas, en fait, on se déshydrate et on perd progressivement de la hauteur du disque. Il y a un exercice très simple qu'on peut faire. Vous vous mesurez le matin et puis en fin de journée. Et vous serez étonné, vous aurez perdu presque 2 cm. C'est-à-dire toujours en appui sur mon disque, comme une éponge, ça chasse l'eau. Boire de l'eau donc, mais aussi adopter les bons gestes comme pivoter le bassin plutôt que le haut du corps quand on doit se pencher. Lorsque je me baisse pour récupérer des objets dans mon lave-vaisselle, une bière au frigo, ou alors pour éplucher mes légumes. Si je me penche comme ça pour éplucher mes légumes, je vais aussi mettre mon dos en danger.
il suffira de basculer le bassin, petite lordose, et là, je suis en protection lombaire. Des petits gestes de la vie quotidienne à adopter aussi au travail et qui doivent permettre d'accompagner les innovations technologiques. Les équipements que nous avons aujourd'hui sont beaucoup mieux que par le passé. Je vais prendre un exemple, un siège de tracteur des années 50 et un siège de tracteur des années de maintenant, ça n'a rien à voir. Tout est réglé en fonction du poids du conducteur, mais malgré tout, nous avons des gens qui ont des mal de dos. Quelqu'un qui est atteint de ce genre de maux n'est très peu efficace pour son travail. Chaque année, le mal de dos coûterait 2,7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Le rendez-vous doit accueillir des professionnels de toute la France. Les Sables d'Olonne accueillent à partir de ce jeudi les assises de la pêche et des produits de la mer. 2 jours de conférences sont prévus. Le secrétaire d'État à la mer, Alain Vidali, s'était annoncé. Il ne viendra finalement pas. C'est en tout cas pour nous l'occasion toute cette semaine de nous intéresser aux ressources maritimes du département. Suite de notre série avec l'huître. Avant de pouvoir la déguster, il faut plusieurs années d'élevage. Et 2 solutions s'offrent aux ostréiculteurs, soit élever des jeunes huîtres captées en milieu naturel, soit se fournir en huîtres nées en captivité dans des écloseries. Élodie Pépin s'est rendue dans l'une de ces nurseries à Bouin. Au pied des éoliennes de Bouin et à quelques mètres de la mer, chaque année, des millions d'huîtres voient le jour ici, dans cette écloserie. Stéphane Angeli en est le directeur. C'est là que tout commence, c'est là où on prépare les futures pontes. Dans ces bacs se trouvent les géniteurs, soigneusement sélectionnés et choyés. C'est exactement la même eau de mer que par exemple dans la baie de Bourgneuf, où les huîtres se reproduisent naturellement. Sauf que là, l'eau va être tout le temps à la même température, donc qui est entre 20 et 22, 23 degrés. Et au niveau de la nourriture, vous allez avoir de la nourriture en quantité plus importante. Une nourriture à base de microalgues, originaires de Tahiti, et reconnue pour ses qualités nutritives. Ce sont ces mêmes microalgues qui sont servies aux larves. Là, vous voyez donc des larves d'huîtres. Donc en fin de compte, nous les calibrons pour séparer les petites des grosses. Et après, elles seront mises dans des cuves différentes en fonction de leur taille. Les plus petites resteront encore un peu ici, dans cette salle larvaire pour grandir. Les plus grosses, elles, sont emmenées à la maternité, appelée micro-nurserie. À l'intérieur, plusieurs employés continuent de choyer ces larves. Je suis en train de laver les larves avec de l'eau de mer. Puis après, on les nourrit avec du phytoplancton. Ici, les larves passeront en moyenne une quinzaine de jours, le temps de se fixer à leur coquille. Puis, 3 à 5 mois plus tard, après être passées dans plusieurs nurseries extérieures, les huîtres ont enfin atteint leur taille commerciable. Donc là, ce sont des huîtres pré-expédiées qui seront expédiées demain. Environ 40 à 50 000 bêtes par tamis. Donc taille T6, donc l'équivalent de l'ongle du pouce. Après presque 6 mois passés ici, ces mollusques quittent finalement le nid. Le travail de Stéphane Angeli est terminé. Ces naissins rejoindront des ostréiculteurs du monde entier qui continueront de les faire grandir 2 à 3 ans de plus avant de les commercialiser. En football, Luçon dépose le bilan. L'annonce a été faite ce mercredi en milieu d'après-midi par Michel Reculot. Le président du Vendée Luçon Football avait déjà informé le week-end dernier qu'il quittait son poste. Face à cette décision, mais aussi avec l'échec du rapprochement avec La Roche-sur-Yon, les travaux à faire pour mettre aux normes le stade Jean de Mouzon et les difficultés à boucler un budget pour la saison prochaine, Luçon a donc décidé de déposer le bilan. Écoutez Michel Reculot joint par téléphone. On partira en point national. Ça va malheureusement, on va faire un dépôt de bilan parce que c'est pas possible de régler. C'était possible évidemment si les partenaires prenaient l'argent, on réglait tout ce qu'on devait. Et puis voilà. Après, une chose, ce qu'on voulait pas, c'est repartir en CFA ni en CFA2. On voulait repartir en Ligue, point. On repartir à zéro, rebâtir le club. Puis voilà. Donc les partenaires n'étaient pas prêts à partir au niveau national, voire en CFA. Donc après, la décision était de dire bon, on arrête tout et on partira en Ligue. Voilà.
Et ce sera désormais à la Ligue Atlantique de déterminer si une équipe de Luçon peut repartir en DH ou en DRH. Une nouvelle organisation doit se mettre en place dans les prochains jours pour assurer l'avenir des jeunes. Et ce dépôt de bilan de Luçon ouvre la voie à un repêchage pour les Herbiers. L'autre club vendéen devrait pouvoir se maintenir la saison prochaine en national. Les Herbiers qui, pour remplacer Franck Rizzetto, devraient recruter d'ailleurs l'entraîneur de Luçon, Frédéric Reculot, et son adjoint Stéphane Mazala. La Vendée, on le sait, est un département touristique. Pour attirer les vacanciers cette année, plutôt que de mettre en avant les charmes des plages ou du bocage, Vendée Tourisme a décidé de mettre en avant la gastronomie. Toute une campagne de communication a été lancée pour valoriser les produits vendéens. Un concours a aussi été organisé. À gagner un dîner toqué préparé par des chefs étoilés et servi dans un cadre atypique comme l'abbaye de Maizet. Reportage Cyril Guillet. 17h30, les 5 couples gagnants de l'opération Dîner Toqué sont accueillis par les chefs au pied de l'abbaye de Maizet pour une soirée exceptionnelle. Vous avez remporté ce lot parmi plus de 5800 participants, donc vous êtes réellement d'heureux chanceux. Une soirée pleine de rebondissements, puisqu'avant de se mettre à table, les convives sont invités à embarquer sur ces plates pour une découverte du Marais, une véritable surprise. C'est formidable. Pour nous, c'était juste manger et on va dire voilà, c'est fait. Mais non, du coup, on fait un peu le tour de tout le site et tout, donc bonne surprise. Après avoir découvert l'histoire de ce lieu et les curiosités qui s'y cachent, les invités ont débarqué au son de l'accordéon face à la cathédrale Saint-Pierre de Maizet pour l'apéritif. L'objectif de cette soirée, faire découvrir les richesses de la Vendée à travers sa gastronomie. On a choisi des lieux complètement insolites, des lieux qui sont inhabituels, en tout cas qui sont tout sauf des restaurants. Et puis surtout, c'est aussi une expérience tant pour les gagnants que pour les chefs, parce que pour les chefs du Sud-Vendée, des chefs très talentueux, vont ce soir cuisiner ensemble. Après une rapide visite du site, direction la cave à sel, où ont été installées la salle à manger et une cuisine éphémère. C'est super atypique, en fait on s'attendait pas du tout à être en sous-sol, en souterrain comme ça. Et puis voir les cuisiniers comme ça, c'est un challenge pour eux et pour nous on peut qu'apprécier quoi. Côté cuisine, 5 chefs sud-vendéens s'affairent au fourneau pour surprendre leurs hôtes et montrer le meilleur de la gastronomie vendéenne. Aujourd'hui, on est une équipe soudée et c'est pas chacun pour soi, mais c'est tous ensemble pour sa région et pour les convives. On adore travailler ensemble. De toute façon, on n'est pas des concurrents, on est des copains, quoi. D'abord, quoi. Et puis après, faire plaisir aux gens. De toute façon, c'est notre métier, donc qu'on le fasse ici ou chacun notre tour dans nos cuisines. Voilà, ça revient au même, quoi. Donc, on va démarrer avec une huître creuse de Beauvoir, c'est le numéro 2. Donc, la marinade, c'est balsamique kumbaba. Au menu, huîtres marinées, foie gras fumé au foin, suprême de poulet farci aux escargots, suivi d'un carpaccio de fraises. C'est magnifique. On a envie de savoir, on a envie de goûter, on a envie de savoir ce que c'est aussi déjà. Et on a envie de goûter. C'est vraiment des surprises. En résumé, une soirée inoubliable pour ces 10 chanceux qui ont su profiter de la table et de l'ambiance. On termine avec le temps prévu pour ce jeudi. Encore une journée estivale avec du soleil. Le ciel va se voiler au fil des heures sur le littoral principalement. Côté thermomètre, comptez 14 à 16 pour les minimales. Pour les maxi, 23 à 24 sur les îles, jusqu'à 27 dans les terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et on se quitte avec l'image de ce mercredi, celle de la victoire de Jérémy Bayou dans la Transat New York Vendée les Sables. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.